Alors voici la carte militaire du 18 janvier 2025 et on va commencer par les attaques ukrainiennes majeures qui ont eu lieu le 14 janvier. Donc on va commencer par le sud avec une attaque très importante de drones sur Gaï-Kadzor. Alors Gaï-Kadzor, c'est dans l'oblast de Krasnodar et vous voyez c'est ici Gaï-Kadzor. Et pourquoi les Ukrainiens ont frappé Gaï-Kadzor? Eh bien tout simplement parce que c'est là que démarre le Turkish Stream qui fait ça à peu près, voilà, il va dans la mer Noire. Et donc Turkish Stream qui alimente en gaz l'Europe. Donc c'est une attaque assez vicieuse faite par des drones, bon, qui a complètement échoué puisque tous les drones ont été arrêtés et donc il n'y a eu aucun dégât, tout du moins à ma connaissance. Et donc en rapport à cette attaque, les Russes ont répliqué avec une attaque du même genre sur des dépôts gaziers sur Stril, ici, dans l'oblast de Lvov. Et donc on ne sait pas quels ont été les résultats de ces attaques par les Russes. Mais apparemment, bon, il y aurait eu quelques dégâts. Mais ça demande à être confirmé. J'attends des informations pour en savoir plus. Mais en tous les cas, il est clair que c'est un dépôt gazier ou un hub gazier, voire les deux, qui ont été touchés dans Stril. Et je vous rappelle que c'est comme par hasard dans cette région qu'il y a les réseaux, les nœuds gaziers qui alimentent en Europe via l'Ukraine. Hein, le gros gazoduc qui passe par l'Ukraine, il va jusqu'ici, hein, dans la région de Lviv, pour ensuite alimenter l'Europe. Alors évidemment, là, il n'y a plus de gaz. Donc là, je suppose que c'est des dépôts gaziers qui ont été attaqués plutôt que le nœud gazier qui alimente l'Europe. En tout cas, bon, c'est un petit peu mystérieux, j'ai pas toutes les informations. Bref, mais en tous les cas, ça a bien été attaqué par les Russes suite à l'attaque du Turkish Stream fait par les Ukrainiens. Autre attaque ukrainienne, alors on a sur Kazan, on a eu des attaques de drones mais qu'on fait quasiment aucun dégât. Là où il y a eu plus de dégâts, c'est sur Saratov, il y a eu une raffinerie pétrolière qui aurait été touchée pour la deuxième fois. Je rappelle que Saratov a été touché la semaine dernière. Et Engels aussi a encore été touché, sauf que là, les dégâts ont été bien moindres par rapport à la semaine dernière. Donc relativement peu de dégâts, mais il y a eu un incendie sur Saratov, d'une usine apparemment, mais qui a été vite étouffé. Donc vraiment, on a l'impression que c'est un scénario bis, répétita, ça fait comme la semaine dernière. Là, on a Vorojnev qui a été touché par des drones ukrainiens. On a Tula, là, dans la région de Tula, qui a été touché par des drones ukrainiens. On a la région d'Oriol qui a été touchée par des drones ukrainiens. Et on a Bryansk qui a été touché par 6 attaques MS, 6 Storm Shadow et 31 drones. Les 6 attaques MS et les 6 Storm Shadow ont tous été détruits et ça a été confirmé par le ministère de la Défense russe, mais aussi consensus général parmi les blogueurs russes. Donc on peut affirmer qu'ils ont bien tous été détruits. Par contre, quelques drones ont pu pénétrer parmi les 31 et ont fait des dégâts mineurs. Voilà. En dernière attaque russe importante suite à l'attaque ukrainienne, on a le nord de la ville de Soumy, le nord-est de la ville de Soumy qui a été bombardé parce qu'il y avait une grosse concentration de troupes, certainement pour faire une attaque relativement massive sur Kursk. Donc beaucoup de troupes ukrainiennes sont mortes suite à un regroupement qui s'est vu par un drone de reconnaissance et les Russes en ont profité
et ont bombardé tous ces soldats. Il y a eu énormément de morts suite à cette erreur stratégique importante de l'Ukraine. Il ne faut jamais faire de grosses concentrations de soldats, puisque dans ces cas-là, et de véhicules blindés, parce que c'est très vite repéré et donc très vite bombardé, hein, parce que ça se passe en on va dire quelques minutes, hein, les frappes russes, quand ils voient quelque chose, voire même moins, hein, ça peut être une minute, quelque chose comme ça, hein, d'après les soldats ukrainiens. Donc erreur stratégique majeure là de la part des Ukrainiens, ça leur a coûté très cher avec cette frappe russe. Alors maintenant sur le front en lui-même, là dans la zone de Kherson, rien ne s'est passé, les Russes font toujours du nettoyage des petits îlots, rien de bien spécial. Là dans la zone d'Orirov, c'est-à-dire dans l'oblast de Zaporožie, rien du tout. Par contre, évidemment, comme d'habitude, dans la zone de Donetsk, c'est là où c'est le plus intensif, bien sûr. Là, les Russes ont fait des avancées relativement importantes sur Grand Novosilka. Vous voyez que là, le chaudron va bientôt se fermer à cause d'une prise en tenaille. Vous voyez qu'il y a eu une avancée importante par rapport à la semaine dernière. Je vous rappelle que les lignes en pointillés, c'est les lignes de la semaine dernière. Les épingles rouges, c'est la direction des avancées russes. Donc vous pouvez voir par rapport à la semaine dernière une avancée assez importante. Et on peut voir que les Russes vont avancer vers la mine de Shevchenko, la fameuse mine de lithium que je vous avais entourée depuis 2 semaines pour vous donner un repère et pour aussi souligner l'importance des ressources de l'Ukraine qui tombent entre les mains des Russes, parce qu'il est inutile de vous dire que Shevchenko est quand même bombardé de loin, donc il n'y a plus aucune activité concernant la mine de lithium, bien évidemment. Alors là, j'avais entouré Ougledar d'un cercle jaune, ou Vuhledar en occidental si vous voulez, afin de vous donner un point de repère, parce qu'on en a parlé pendant tellement longtemps d'Ougledar, c'était tellement symbolique, tellement important. Je vous rappelle que c'était la dernière forteresse importante du front, bon, bah, maintenant qui est tombée depuis longtemps. Dans la zone de Kurakowie ou Kurakovo comme on voudra, il y a eu une avancée russe importante, comme d'habitude. Donc là, ligne de la semaine dernière. Donc Yantarnier a été prise. Dachny, il n'y en a plus pour longtemps. Andriivka, la fameuse ville d'Andriivka qui est très importante logistiquement, qui a été aussi importante que Kurakowie logistiquement. Alors évidemment, ces villes-là, Andriivka, Kurakowie, c'est des villes beaucoup moins importantes que Pakrovsk, bien évidemment, mais quand même, voilà, ça, c'était des cibles pour les Russes importantes concernant la logistique. Vous voyez les routes principales, hein, vous voyez les routes principales, donc ces routes principales d'approvisionnement sont visées par les Russes. Vous voyez que les Russes, là, ils avancent dans cette direction, et là, ils avancent dans cette direction. Là, le nœud de route principale va être prise par les Russes, sachant que le but des Russes, c'est de prendre Kostiatynopil. Là, j'ai enlevé la fameuse flèche qui était là depuis des mois concernant le but stratégique des Russes, donc de prendre Kostiatynopil. Ça, c'est le but final quand la tenaille se refermera et que le chaudron sera terminé. Je suppose qu'il y aura une demande de retraite des soldats ukrainiens, mais à ma connaissance, Zelensky refuse toujours de donner des ordres de retraite. Il n'y a eu aucun ordre de retraite dans cette zone. Ça fait exactement comme Kurakowie. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les 700 derniers soldats de Kurakowie qui avaient demandé à plusieurs reprises un ordre de retraite qui n'est pas venu, se sont enfuis. Tout simplement, c'est comme ça que les Russes ont pu avancer rapidement. Donc là, vous voyez sur cette zone-là, grande avancée tout en longueur des Russes. Donc ça avance très très bien. Alors là, vous pouvez noter que j'ai entouré de jaune 3 villes
Importante parce que c'est des mines de charbon, c'était des mines de charbon pourrait-on dire, dans le sens qu'elles ne sont plus évidemment en activité à cause de la guerre. Donc les mines de charbon de Selidovo, Pitchaniye et Oudachniye, bientôt Oudachniye va être prise par les Russes. Pitchaniye, ça a été pris par les Russes récemment. Donc voilà, c'était les trois mines de charbon de haute qualité de la région de Pakrovsk. Et ces trois mines-là vont être prises. Il ne manque plus que Oudachniye. Oudachniye, évidemment, ça fait longtemps qu'elle n'est plus en activité. Et donc les prises de ces trois mines de charbon autour de Pakrovsk va faire un énorme coup dur, et déjà un énorme coup dur à l'Ukraine qui ne peut plus faire de sidérurgie. Et donc entre le lithium et les mines de charbon, bah, les Russes vont en profiter de manière colossale. Évidemment, ça va augmenter leurs ressources concernant le charbon et éventuellement le lithium. Mais c'est le charbon qui est le plus important. Je rappelle que c'est un charbon spécial, c'est un charbon de haute qualité. Seul ce charbon-là peut être utilisé en sidérurgie. Donc Pakrovsk, je l'avais entouré d'un carré rouge parce que c'est l'endroit le plus important du front. Et là, vous voyez les lignes de la semaine dernière et les épingles rouges qui vous indiquent la direction des avancées russes. Donc vous voyez que sur Pakrovsk, ça avance toujours extrêmement bien pour les Russes. Là, plutôt côté est de Pakrovsk, il y a eu une avancée russe qui est petite, pourrait-on dire, mais tout en longueur. Et vous notez que les Russes avaient avancé ici la semaine dernière afin de couper la grande route d'approvisionnement qui alimente Pakrovsk. Vous voyez qu'ils l'ont fait à l'est et ils l'ont fait à l'ouest. Donc Pakrovsk est coupé de deux lignes d'approvisionnement via les grandes routes. Là, Pakrovsk est alimenté que par ces deux routes-là maintenant, au lieu des quatre précédemment. Toretsk, Toretsk a eu des avancées russes. Vous voyez les lignes de la semaine dernière. Toretsk prise à 99%. Je ne l'ai pas annoncé comme tombée parce que quand je annonce une ville tombée, c'est quand les Russes l'ont prise à 100%. Ce n'est pas le cas. Et le dernier endroit où il reste encore des Ukrainiens, c'est ce terril minier qui est un petit terril minier, hein, vraiment il est tout petit. Là il y avait ce terril minier qui a été pris. Maintenant il ne reste plus que ce terril où se sont planqués les soldats ukrainiens. Il ne reste plus que ça concernant les soldats ukrainiens sur Toretsk. Donc là je peux vous garantir que la semaine prochaine je vous annoncerai que Toretsk sera prise. Ça va être un énorme coup dur parce que Toretsk, vous notez que Toretsk est entouré d'une ligne verte pour vous montrer les zones les plus importantes hors Pakrovsk. Pakrovsk est entouré d'un carré rouge parce que c'est spécial, c'est l'endroit le plus important. C'est le nœud logistique immense et extrêmement important de l'Ukraine. Quand Pakrovsk tombera, tout le front de l'Est tombera, je suppose. En tout cas, une énorme partie du front de l'Est tombera soudainement. Et Toretsk était aussi un nœud logistique important, mais beaucoup moins important que Pakrovsk. Donc quand Toretsk tombera, ça sera terrible. Mais pas que pour Toretsk, il y a une autre chose, c'est que c'était aussi un petit verrou stratégique qui permettra aux Russes, une fois Toretsk tombé, d'aller sur Kostiatinivka, qui est une cible importante pour les Russes. Et comme vous pouvez voir les routes, c'est le futur nœud secondaire logistique qui tombera. Mais évidemment, faut quand même remettre les choses à leur place. Quand je vous annonce là, Kostiatinovka important, Kostiatinopil important pour la logistique, ça reste très secondaire, très très secondaire par rapport aux villes qui étaient sur le front, qui étaient des nœuds logistiques beaucoup plus importants. Donc là, c'est du menu frottin.
Hein, je tiens à le rappeler, hein, ce qui compte, c'est ce qui est entouré de verre. Donc quand Toletsk tombera, ce sera absolument terrible. Peut-être plus terrible encore, la tombée de Tchassiviar. Donc là, les Russes n'ont fait aucune avancée sur Tchassiviar. Tchassiviar, c'est le deuxième endroit le plus important du front. C'est le plus grand verrou stratégique. Donc Tchassiviar, quand Tchassiviar tombera, les Russes pourront bien sûr prendre Konstantinivka, d'où la flèche d'avancée stratégique russe, du but stratégique russe. Mais ça, c'est mineur. Le Tchassiviar, une fois que ça tombera, c'est surtout Kramatorsk et Slaviansk. Deux très grosses villes ukrainiennes, très importantes, but stratégique des Russes depuis 2 ans et demi. C'est pour ça que ça fait plus de 2 ans que ces villes sont entourées d'un grand triangle rouge. Ça fait plus de 2 ans, et oui, le temps passe vite, hein, que j'ai entouré ces villes. Alors pourquoi je les avais entourées? Bah pour moi, il y a plus de 2 ans, je vous avais dit sur chaque point sur l'Ukraine, quand Kramatorsk et Slaviansk tomberont, pour moi, c'en sera fini de l'Ukraine. Voilà, ce sera le signe final, parce que voilà, c'est deux grosses villes extrêmement importantes pour l'Ukraine, pour plein de raisons, hein, que je ne vais pas tous les citer, mais c'est deux grosses villes importantes au niveau industriel, etc. Pour plein de raisons, exactement comme Zaporojye. Hein. Zaporojye, extrêmement important, puisque c'est la zone la plus industrialisée de l'Ukraine, on peut dire. Donc, et Kramatorsk, Slaviansk, c'est juste après. Donc, pour moi, ça a pris, pour moi, c'est fini pour l'Ukraine. Ça ne reste que mon avis. Là, il y a une grosse avancée russe. Donc, là, vous voyez que Orirovo Vassilka, c'est tombé, hein, voilà, ça y est. Donc, vous voyez, grosse avancée. Et comme vous pouvez voir, l'avancée se dirige vers où? Vers Kramatorsk. Voilà, donc, mais c'est Tchassiviar, évidemment. Je vous rappelle que pendant 2 ans, Tchassiviar, il y a eu énormément de troupes qui sont allées renforcer ce gros verrou. Mais quand Koulsk est apparu, des troupes de Zaporojye, de Tchassiviar et de Kupiansk avaient été prises pour alimenter Koulsk parce que les meilleures unités étaient là. Et en particulier les meilleures unités de Tchassiviar. Voilà, et c'est pour ça que Tchassiviar va tomber bientôt. Sur Krasny Liman, c'est-à-dire ici, rien ne s'est passé d'important. Là, sur Kupiansk non plus, rien ne s'est passé de vraiment important. Les Russes renforcent évidemment, mais rien d'important. Pareil, sur Volchansk-Lipsy, il ne s'est rien passé. Là, étonnamment, les Russes n'ont fait aucune avancée sur Kursk. Et pourquoi ils n'ont fait aucune avancée sur Kursk? Vous vous souvenez, je vous avais dit que les Russes avaient frappé un grand contingent de soldats au nord-est de Soumy qui allait renforcer Kursk, tout simplement parce que là, Zelensky jette toutes ses forces restantes là, de toute la zone nord sur Kursk. Il jette tout sur Kursk. Kursk est la priorité absolue pour Zelensky. Et c'est pour ça que, comme on envoie les meilleures troupes sur Kursk et en grand nombre, eh bien le front, évidemment, ne peut pas tenir. Évidemment, c'est pour ça que les Russes avancent. Et les Russes, pareillement, comme je vous le dis chaque semaine, ils ont décidé de mettre le reste du front, à part Donetsk, en défense agressive. Et par contre, tout ce qui est Donetsk, qui est extrêmement importante pour les Russes, Donetsk est un oblast très important pour les Russes, le plus important pour les Russes. C'est pour ça que, par contre, sur Donetsk, ils sont en mode offensif et non pas en mode défense agressive. Donc des troupes ont été récupérées tout le long du front, un peu partout, pour renforcer cette zone, afin qu'il y ait une avancée constante pour pouvoir prendre tout l'oblast de Donetsk, qui est l'oblast le plus important pour les Russes en ce moment. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire au 18 janvier 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement
éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.